encore de cette invitation. Bon, c'est un thème un petit peu différent. Ça a été un grand plaisir professionnel pendant ces 40 ans de faire un peu le grand écart entre la transmission du VIH à Ouagadougou et la thérapie génique. Mais voilà, c'était une chance inouïe de se trouver dans ce cercle-là. Alors je voudrais juste préciser, ce que je vais montrer est le fruit d'un travail. D'abord, je vais citer quelques collaborations, bien sûr, quelques travaux hors VIH, mais hors Necker, pardon. Mais ce que je citerai de Necker, c'est une équipe. Et moi, personnellement, je suis clinicien. Je vais vous parler un peu de génétique, je vais parler d'immunologie, mais je ne suis ni généticien ni immunologiste. Donc, j'aime beaucoup travailler avec les immunologistes, avec les généticiens, et je trouve ça génial. Mais je suis clinicien, et c'est ça qui est extraordinaire. Et Aziz le sait bien, parce qu'il lui aussi est clinicien. C'est l'interaction très très forte entre la clinique, qui est une clinique assez lourde, parce que comme tu l'as dit, les enfants sont quand même très malades, et ça a été au point de départ vraiment quand même d'abord un souci de soin à l'enfant, en même temps que de comprendre le déficit immunitaire. Voilà, alors le déficit immunitaire, ça commence dans les années 50. Il y a plusieurs descriptions. Il y a une que vous connaissez peut-être qui s'appelle la méthode Kosman, qui est une agranulocytose. Il n'y a pas de polynucléaire. Ça a été décrit par un Suédois, mais bon, voilà, c'était une constatation. Par contre, vraiment, je dirais la pierre angulaire, le point de départ le plus élégant, c'est celui du colonel Bruton de l'armée américaine, qui, dans le même article de Pediatrics, en 52-53, je crois, décrit sur un superbe travail à la fois justement clinique, bactériologique, immunologique et thérapeutique, dans le même article, décrit cette maladie, donc la gamma-globulinémie, absence d'immunoglobuline. Quand il repère que plusieurs garçons sur une transmission liée à l'X, donc arbre généalogique, toujours un arbre généalogique, dès qu'on voit un enfant, on fait un arbre généalogique, on l'examine bien sûr, mais on fait un arbre généalogique. Il s'aperçoit qu'il y a des garçons dans une transmission à l'X, il s'aperçoit que ce sont surtout des infections à germes encapsulés, donc il se dit, oulala, ça doit être les anticorps. Il y a les lymphocytes T et B n'existent pas à cette époque-là, mais on connaît bien sûr les anticorps. Il voit sur de la biochimie de base que le pic de gamma-globuline n'existe pas. Donc il appelle ça agamma-globulinémie, mais il ne se contente pas de ça. Il va fabriquer des immunoglobulines avec du sérum. C'est un peu bricolé aujourd'hui, ça ne passerait pas à l'agence du médicament, mais il injecte du sérum et il voit les patients s'améliorer, il voit les anticorps réapparaître. Enfin, c'est un papier absolument magnifique. Voilà. Donc c'est la quintessence de l'espèce de synergie clinique, biologique, thérapeutique qui est absolument magnifique. Voilà, ça c'est les années 50. Alors depuis, c'est une explosion. Plus de 450 maladies, 450 maladies identifiées. On ne va pas les passer en revue ce soir, rassurez-vous. Toutes ces maladies sont maintenant parfaitement identifiées sur le plan génétique. On estime, les immunologistes qui connaissent bien l'ensemble ou en tout cas qui imaginent, qui essayent de faire un peu de prospective sur l'ensemble des molécules impliquées dans le fonctionnement du système immunitaire, imaginent qu'on en a encore 200 ou 300 encore à découvrir. Alors les découvertes aujourd'hui, c'est une poignée de familles. C'est 3, 4, 5 familles. Toutes les grosses maladies, bien sûr, ont été identifiées il y a longtemps. Voilà. Alors, ça touche 8 catégories, dont on va reparler dans un instant. Déficit de l'immunité cellulaire, déficit de l'immunité humorale, déficit de l'immunité innée, déficit des phagocytes, etc. Ça touche l'ensemble de la thématique. Alors, les déficits immunitaires, donc, elles sont nombreuses, c'est des maladies rares, et le point d'entrée pour le clinicien, ça va être infection, dysimmunité et plus rarement cancer. En tout cas, plus le cancer, c'est dans des circonstances un peu particulières, mais c'est surtout infection et dysimmunité. Alors bon, on ne va pas pinailler sur est-ce que c'est 8 infections, 7, 8, 2, 10, enfin, ça n'a aucun sens. Voilà, si les infections sont fréquentes, si elles sont sévères, et même s'il n'y en a qu'une, ça mérite une réflexion immunologique. Et bien sûr, si dans l'arbre généalogique, il y a aussi des choses qui bougent, quoi. Et pour les amis réanimateurs, bon, c'est maintenant bien passé dans les mœurs, mais pendant longtemps, ça passait un peu à l'as. Une méningite à méningocoque, une méningite à pneumocoque, même si ça évolue bien, même si ça se traite facilement, il faut absolument faire le bilan immunitaire. Je crois que maintenant, c'est bien passé dans les mœurs. Mais pendant très longtemps,
il y avait cette ambiance qu'il fallait vraiment que l'enfant ait un carnet de santé épais de 150 pages pour arriver au diagnostic, ou en tout cas à la suspicion de déficit immunitaire. Alors l'autre aspect qui prend une place considérable, c'est tout ce qui est dysimmunité au sens large. C'est-à-dire que vous allez voir que dans beaucoup de maladies génétiquement identifiées, il y a bien sûr quelquefois de l'infection, mais il y a surtout du dérèglement immunitaire. Et la présence de maladies granulomateuses, on ne s'arrêtera pas, on ne va pas se croiser les bras en disant c'est du Crohn ou c'est de la sarcoïdose. Non, on va chercher, on ne trouvera pas toujours, on va chercher obligatoirement une maladie génétique de l'immunité qui entraîne des granulomes. Auto-immunité, même chose. Il est hors de question de laisser passer un enfant avec une auto-immunité sans lui avoir fait une exploration immunitaire. Le seul auto-immunité, et encore qui n'a pas tout à fait le type d'auto-immunité, c'est le purpura thrombogénique idiopathique, où là, effectivement, on sait que c'est pas forcément lié à une maladie génétique de l'immunité. Mais en tout cas, l'auto-immunité impose chez l'enfant, bien sûr, impose une réflexion immunologique, encore une fois, qui n'aboutira pas forcément, mais qui doit être absolument entreprise. Même chose pour tout ce qui est processus de lymphoprolifération. Vous ne savez peut-être pas, tout c'est quand vous biopsiez un ganglion ou un poumon ou un cerveau ou un rein et que c'est bourré de lymphocytes. Bien sûr, on s'intéresse, on vérifie que ce n'est pas clonal, que ce n'est pas une leucémie. Mais si ces lymphocytes sont polyclonaux, s'ils prolifèrent comme ça de façon complètement pathologique, là aussi, ça doit imposer, même s'il n'y a pas d'infection, ça doit imposer une réflexion immunologique. Alors, comment s'orienter quand on est clinicien? C'est pas facile. Est-ce que le type d'infection va nous orienter? Oui, quelquefois. Mais le plus souvent, malheureusement, il n'y a pas vraiment de spécificité. Il y a trois grands cadres de germes. Il y a les bactéries encapsulées, une méningite à pneumocoque, hémophilus ou méningo. Bon, là, on sait, ça oriente vers des déficits immunitaires que vous connaissez bien. Le pneumocystis, ça oriente vers l'immunité cellulaire. L'aspergillose vers le polynucléaire. Mais si on sort de ces trois germes ou familles de germes, tout peut se voir dans les déficits immunitaires. Donc, ce n'est pas facile de faire une classification basée sur l'infection. Même chose, dysimmunité, l'auto-immunité, je vous l'ai dit, c'est l'immunité cellulaire souvent, mais ce n'est pas que. Donc, ce n'est pas facile de s'orienter, même si on essaye quand même de classer les maladies selon leur physiopathologie. C'est là que mon ami Aziz arrive, parce que Aziz Bousfia, il faut le dire, a fait un énorme travail au sein de... Je salue, je ne savais pas qu'il serait là. C'est une diapo que j'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait tout à l'heure en le voyant. Non. Je me souviens très bien que j'avais été dans son service, j'avais vu la petite plaquette, parce qu'il a fait ça. Ça, c'est une publication de très haut niveau. C'est lui le premier auteur. Il y a les citations, les auteurs sont tronqués là par la diapo, mais il y a le top, il y a la crème de l'immunologie, la crème de l'immunologie, je peux vous dire. Qui signe en premier, c'est Bousfia. Et je me souviens que j'avais été dans son service, tu m'avais montré la petite plaquette que tu avais fait pour les internes, c'est remarquable, c'est didactique, c'est remarquable. Et bon, mais il y a 450 maladies à classer, c'est un travail fantastique. Mais Aziz en est lui-même conscient, et il faut bien le dire, c'est pas facile. Parce que cette classification physiopathologique, ça bave un peu. L'immunité adaptative TB, ça peut générer de la dérégulation immunitaire. L'immunité innée peut influencer l'immunité adaptative. Donc, pour le clinicien qui est en bas de la montagne, quand on est en haut, c'est bien, on voit tout. Quand on est en bas, c'est pas facile, quoi. Il faut bien reconnaître. Alors, ne pas oublier les formes syndromiques. Il y a quand même un nombre important de maladies. Je ne vais pas faire comme Damien Bonnet ce matin, à vous passer en revue toutes les photos. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de déficits immunitaires qu'on appelle syndromiques, tout simplement parce qu'il y a des symptômes qui n'ont rien à voir avec l'immunité et qui ne sont pas une conséquence d'une infection ou d'une dérégulation immunitaire. C'est un symptôme qui n'a rien à voir, comme une cardiopathie, des dents coniques. Bon, là, il faut se faire aider des outils. Et qui vois-je là, voilà, une application pour votre téléphone portable. Qui a fait cette application? Aziz Bousfia. Bon, il y a l'outil Google. C'est pas toi qui as créé Google. Non.
Google est extraordinaire. Vous mettez sur Google dents pointues et déficit dents pointues et infection répétée, vous tomberez tout de suite sur déficit en hémo. Vous mettez infection répétée et nanisme ou infection répétée et cheveux clairsemés, vous tomberez tout de suite sur le cartilage hypoplasia, etc. Enfin bon, je vais mis quelques exemples. Et puis bon, bien sûr, je vais citer, parce que j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour lui, la forme un peu emblématique est la maladie de Griscelli. Alors, la maladie de Griscelli, c'est un déficit immunitaire qui se complique d'un syndrome d'activation macrophagique et de cheveux gris. Vous en avez vu peut-être dans votre carrière. Alors, de quoi s'agit-il ? Cette petite molécule RAP27A, qui est là, est une des pièces qui accroche la vésicule sur le filament d'actine pour bouger dans la cellule. Et c'est la même pièce qui accroche la vésicule de perforine, donc pour la cytotoxicité et le déficit immunitaire, de la mélanine pour les cheveux. Donc voilà, typiquement, un déficit syndromique parfaitement expliqué. D'autres ne le sont pas. Pourquoi est-ce que les enfants qui ont ce déficit NEMO ont des dents pointues ? Ça, on ne sait pas du tout la physiopathologie, mais il y a pourtant un point commun à ces deux symptômes. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait en pratique quand on est clinicien, qu'on n'est pas spécialiste ? Bon, on va faire en première ligne. Si on sent que c'est plutôt de l'immunité cellulaire, on va faire le typage lymphocytaire. Si c'est plutôt de l'immunité humorale, on va faire dosage pondéral. Et là, je ne vais pas les détailler, mais attention aux normes. Ce sont deux valeurs biologiques dont les normes varient énormément en fonction de l'âge. Je ne veux pas vous embêter ce soir avec les tableaux et les valeurs dans le détail, mais sachez qu'il y a beaucoup d'erreurs par défaut ou par excès. C'est-à-dire que beaucoup de nos collègues, en tout respect pour eux, ne savent pas qu'un nouveau-né a 4000 ou 5000 lymphocytes. Donc pour beaucoup, 1000, 1500 lymphocytes à la naissance, c'est normal, puisque c'est le taux de l'adulte, sauf que ça correspond à un déficit immunitaire extrêmement sévère. À l'inverse, beaucoup de cliniciens vont s'énerver tout simplement parce qu'il n'y a pas d'IgA. Mais des IgA, c'est normal de ne pas en avoir pendant un an. Des sous-classes d'immunoglobulines, c'est même pas la peine de les mesurer avant un an, ça ne sert à rien. C'est tout à fait normal de ne pas avoir d'IgG3, IgG4, etc. Donc attention aux normes. Bon, pour les autres tests, du polynucléaire, du complément, de la rate, ce n'est pas normé en fonction de l'âge. Bon, vous avez compris que c'était compliqué. Je tiens à votre disposition des articles didactiques, notamment ceux de Capucine Picard, qu'elle fait régulièrement, qu'elle met à jour régulièrement. N'hésitez pas, je suis à votre disposition si vous voulez vraiment. Je ne voulais pas les passer en revue cet après-midi. Et j'ai voulu anticiper un peu là aussi dans le futur, peut-être parce que je m'en vais bientôt, donc c'est un peu comme le VIH. Comme je m'en vais bientôt, j'ai envie de voir, d'anticiper ce qui va se passer. Et c'est clair que là, la génétique va jouer un rôle majeur, quoi. C'est clair. Hein. Alors, je vous l'ai dit, je ne suis pas généticien, donc je ne vais pas vous faire l'affront de rentrer trop dans le détail des deux outils qu'on commence de plus en plus à utiliser, que sont le panel de gènes. Hein, il y a des maladies par maladie, vous le savez peut-être. Il y a des outils avec jusqu'à 500 gènes. Alors, pour les déficits immunitaires, on est à 350. Voilà, on passe en revue les 350 gènes, on met un échantillon de sang et si ça match, on a le diagnostic. Alors, c'est complémentaire de l'exome, c'est-à-dire où là, on va vérifier toutes les parties codantes du génome. Je laisse pour l'instant l'exploration du génome entier. Alors, chaque méthode a sa particularité. C'est sûr que dans les panels de gènes, si l'enfant a bien cette maladie, on a plus de puissance que l'exome. Mais s'il a une maladie qui n'est pas encore répertoriée, on ne la trouvera pas. Parce que là, on ne trouve que ce qu'on cherche. Hein. Alors que dans l'exome, on peut être amené à justement identifier des nouveaux gènes, des nouvelles maladies. Mais il faut quand même savoir que ça demande une expertise d'interprétation très, très élevée. Alors dans le service, comme dans d'autres unités, voilà un papier récent de Mathieu Fusaro et de Capucine Picard, de voir un peu quel a été l'apport de ces outils génétiques dans le diagnostic. Et voilà leur résultat qui est un petit peu décevant, il faut bien le dire aujourd'hui, hein, avec 130 patients pour lesquels le diagnostic n'avait pas été posé selon les outils classiques. Et on retrouve environ un tiers de diagnostics supplémentaires, ce qui est un peu en deçà. Mais
ce qui ne fera que monter, c'est évident. Alors il y a une vingtaine de papiers là-dessus qui font un peu la même chose. Voilà un autre papier en Hollande où effectivement c'est un peu la même chose, 65 patients qui ont été analysés par ces outils modernes, et on voit que environ un peu plus d'un tiers, ont pu être rattrapés avec, vous le verrez dans un instant, un impact thérapeutique très, très clair. Alors, jusqu'à présent, c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a une suspicion de diagnostic par quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Bon, bien sûr, Aziz a eu raison de me faire rappeler, on s'assure que ce n'est pas une mucoviscidose, on s'assure que ce n'est pas une anomalie des cils, on s'assure, les choses classiques. Et puis, on lance les explorations quantitatives, qualitatives classiques, et quand on ne trouve pas, on fait de la génétique. La question qui va se poser très très vite, c'est est-ce qu'il ne faut pas mettre la génétique tout de suite ? Plutôt que de perdre du temps à tourner autour d'explorations qui sont coûteuses, parce qu'un typage lymphocytaire, des proliférations, des marqueurs, un DHR, ça coûte de l'argent, c'est un labo spécialisé. Est-ce qu'on n'a pas intérêt, c'est un peu une provocation que je lance, est-ce qu'on n'a pas intérêt à se mettre en cheville avec un laboratoire spécialisé ? Et dès que la suspicion est suffisante, bien sûr, on ne va pas faire ça dès son arrivée aux urgences, mais dès que la suspicion clinique prend un peu d'allure, eh bien, de confier de la génétique à un centre spécialisé, y compris quand on habite loin de ce centre spécialisé, quand on habite dans un pays à ressources limitées, pour parler pudiquement, pour ne pas dire autre chose. Alors c'est ce que font les Africains du Sud. Il y a un dynamisme en Afrique du Sud qui est absolument phénoménal. Et les Africains du Sud ont publié ce papier. Voilà, tout de suite. Ils le disent dans le papier. On n'a pas de spécialistes. En Afrique du Sud, on a d'autres chats à fouetter. On n'a pas de spécialistes du déficit immunitaire. Est-ce qu'on n'a pas intérêt, plutôt que de patouiller, d'aller directement à la génétique ? Alors là aussi, c'est un peu décevant. 30% seulement de diagnostic sur une utilisation précoce de la puce à ADN ou de l'exome. On aurait pu espérer, comme ils sont très en amont, on aurait pu espérer qu'ils récupèrent quand même plus de diagnostics. Bon, voilà, là, ça c'est encore en train de... Il faut travailler là-dessus. Juste comme ça pour mémoire, hein, souvenez-vous que le séquençage, il y a une vingtaine d'années, avait coûté $1 milliard. Ça avait pris, je crois que ça avait pris 13 ans. Maintenant, en 2005-2017, c'était 1 semaine et $1 000. Là, c'est 30 minutes et $1 000. Dans 3-4 ans, ça sera $200 et voilà, ça sera rien, quoi. Voilà, non, mais il y a une sorte de dynamisme. Vous me trouvez peut-être très naïf et complètement enthousiaste. Peut-être que je me calme un peu, mais je pense que là, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Sachez quand même, je reviens au VIH, sachez que moi, j'ai connu les premières PCR dans les années 2000. Une PCR, ça coûtait cher, quoi. Faire une PCR VIH, ce diagnostic de VIH, ça coûtait cher, il fallait au labo, on attendait le résultat, c'était compliqué, il y avait des contrôles négatifs, positifs. Aujourd'hui, dans la banlieue de Ouagadougou, dans la banlieue de Dakar peut-être aussi, il y a un petit laboratoire comme le même que le GenExpert pour la tuberculose, ça s'appelle le Point of Care, c'est-à-dire toutes les analyses qui sont faites au lit du patient, où on fait de la PCR VIH. C'est-à-dire qu'il y a à peine 15-20 ans, c'était tout un bazar, c'était plus de 1 500 euros. Là, vous avez une petite cartouche, le technicien n'a même pas besoin de médecin, le technicien, il fait une piqûre au bout du doigt, il met dans sa cassette, il a la PCR VIH. C'est incroyable, le dynamisme. Donc je pense que ça va révolutionner le diagnostic sur toutes ces maladies complexes et que ça va faire gagner un temps considérable. Bon, tu me donnes quelques minutes pour... Oui ? Oui. 6 minutes. Je dépasserai peut-être d'1 ou 2 minutes, mais voilà. Je voudrais juste vous donner quelques exemples, sans trop faire le malin avec des maladies rares, mais vous donner quelques exemples concrets de ce qu'apporte la génétique et en quoi il est important d'avoir un diagnostic moléculaire. Parce que soigner, c'est aussi comprendre, et mieux comprendre, c'est mieux soigner. Alors déjà, on s'est aperçu que sur un même gène, il pouvait y avoir des histoires médicales, des phénotypes, hein, des présentations cliniques et biologiques complètement différentes. Et notamment sur cette petite molécule qui s'appelle STAT3, qui est chargée de transmettre le signal de certaines cytokines qui se mettent là dans le récepteur JAK. Et quand la cytokine arrive, il y a un petit signal de départ
la molécule STAT se modifie et ensuite elle va dans le noyau pour faire sécréter différentes substances comme l'interleukine, l'interféron, etc. Eh bien, quand il y a une mutation sur le gène de cette molécule, on peut avoir deux maladies complètement différentes. Soit parce que la mutation fait une perte de fonction, stade 3, loss of function, perte de fonction, et c'est ce que vous connaissez sans doute, c'est la maladie dite de Job ou Buckley, hyper-IgE. Mais à l'inverse, quand c'est un gain de fonction, c'est complètement différent, c'est une maladie auto-immune explosive avec une entéropathie sévère, une MICI du tout petit, et une pneumopathie interstitielle. Dans un cas, on traitera l'hyper-IgE avec des monoclonaux anti-RL4. Dans un autre cas, au contraire, on essaiera de bloquer le signal, puisque le stade 3 gain de fonction, le stade 3 fonctionne à vide de façon anarchique. On va essayer de calmer en amont, puisqu'on a des molécules qui anti-JAK. Alors, plus classiquement, avec dans les deux cas une perte de fonction sur ce gène qui est situé sur le chromosome X, on avait classiquement un syndrome d'activation macrophagique induit par le BV. C'est une maladie proche de la maladie Purtilo pour ceux qui connaissent, mais peu importe. Syndrome d'activation macrophagique, vous voyez le macrophage bourré de tout ce qu'il a digéré autour de lui. Et puis un peu avec l'analyse génétique, un peu fortuitement, parce qu'il y avait un cousin qui avait un Crohn, et bien on s'est aperçu qu'un certain nombre de maladies de Crohn avaient ce profil. Et aujourd'hui, je parle sous le contrôle des gastro-entérologues, ce gène fait partie des maladies classiques. Et comment est-ce qu'on soigne une maladie de Crohn liée à un déficit en XAP? Par la greffe de moelle. Alors, à l'inverse, si un gène peut donner différentes maladies, plusieurs gènes peuvent donner la même maladie. Et ça, c'est bien sûr tout le grand champ de la susceptibilité aux infections à mycobactéries environnementales et au BCG, décrites par l'équipe de Jean-Laurent Casanova, où on a des infections opportunistes à mycobactéries, avec là aussi un arbre généalogique particulier. Il y a énormément de gènes qui interviennent dans ce dialogue entre les cellules phagocytaires et les cellules T, et notamment essentiellement sur l'IL-12 et l'interféron. Alors c'est très important de savoir laquelle d'entre elles est déficiente, parce que si c'est un déficit en IL-12, la forme évoluera lentement. On pourra, une fois la maladie traitée, peut-être arrêter le traitement et voir évoluer les choses. Alors que si c'est un déficit de récepteur de l'interféron, eh bien malheureusement, on saura qu'il y aura une rechute inéluctable et que s'il y aura une indication de greffe de moelle. Et d'ailleurs, l'utilisation de l'interféron sera absolument inutile parce que le récepteur n'existe pas. Alors que dans l'autre cas, manque de l'IL-12, on pourra amplifier la boucle, même en l'absence d'IL-12, en bypassant l'IL-12 et en injectant de l'interféron gamma. Voilà, je crois que c'est l'avant-dernier exemple. Un autre exemple, donc, et là, ça prend énormément d'importance, c'est la maladie auto-immune. Je vous l'ai dit, maladie auto-immune égale pathologie immunitaire. Voilà le travail de Frédéric Rioloca, là aussi dans son laboratoire dans l'Institut Imagine, qui a passé en revue un grand nombre de syndromes d'Evans. Vous savez ce que c'est que le syndrome d'Evans? C'est donc une bicytopénie, plaquettes et globules rouges. Eh bien, alors pas pour tous les patients, mais il trouve un certain nombre de patients significativement atteints d'une maladie génétique monogénique. Et par exemple, un déficit, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais un déficit en CTLA4. CTLA4, c'est un checkpoint immunologique, c'est une molécule qui s'exprime pour freiner l'immunitaire. Quand on n'a pas cette molécule, on a une lymphoprolifération un peu anarchique avec de l'auto-immunité. Il suffit d'injecter l'abatacept, qui est la molécule manquante, et on contrôle parfaitement la situation. Il n'y a pas besoin de corticoïdes, et tout peut être contrôlé. À l'inverse, voilà une autre mutation repérée par Frédéric Rioloca. Je vous en ai parlé il y a un instant, stade 3, déficit en stade 3. Et bien là, ça sera le Jakavi. Donc vous voyez, la compréhension de deux mécanismes très différents pour une même conséquence immuno-hématologique aboutira à de la thérapeutique différente. Voilà. Et enfin, pour l'anecdote et pour un peu le plaisir,
quelquefois, la nature corrige ces erreurs. La génétique nous montre qu'il peut y avoir des réversions de mutations. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. Voilà, par exemple, le déficit en DOCK8. C'est une maladie rare, elle est classique parce qu'en fait, elle ressemble un petit peu au syndrome de Buckley, avec une hyper-IgE, mais avec un déficit immunitaire plus complexe. C'est là aussi une anomalie des microtubules. Eh bien, parfois, alors que la maladie, bien sûr, les cellules germinales sont atteintes de la mutation, une lignée lymphocytaire peut tout d'un coup muter et corriger cette mutation. Voilà, j'ai presque fini, Aziz. Voilà la mutation dans les cellules. Vous ne voyez pas, c'est trop petit, je suis désolé. Voilà la mutation dans les cellules germinales. Et voilà, vous me faites confiance, voilà la correction dans la lignée lymphocytaire. Et comme cette lignée lymphocytaire, entre guillemets, réparée, avec cette mutation qui est survenue spontanément et qui a réparé, qui a enlevé, qui a remplacé la mutation pathologique, eh bien, ces cellules ont un avantage sélectif. Elles sont bien plus vaillantes que les cellules malades. Donc, elles vont prendre toute la place. Et vous allez voir dans cette observation, qui, je ne sais plus d'où elle vient, vous allez voir que le taux d'IgE, par exemple, se normalise spontanément. Tous les paramètres de la maladie se normalisent sans intervention thérapeutique. Donc voilà, il arrive que quelquefois, la nature essaye de réparer ses erreurs, comme on essaye de le faire quelquefois maladroitement avec la thérapie génique. Voilà, en conclusion, je voudrais remercier encore une fois toute cette extraordinaire ensemble, parce que c'est une unité clinique, mais c'est un centre diagnostique, c'est une unité de biothérapie, c'est une série de laboratoires de l'Institut Imagine, bien sûr les familles, l'association de patients, et puis tous les collègues avec qui on a toujours le plaisir de partager, d'échanger, de s'enrichir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, cher Stéphane.